Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent et qui sont avec nous en ce matin. Quand je dis bonjour, j'ai envie de dire Zdravstvuyte. Je vous dis merci et j'ai envie de dire Dziękuję, c'est-à-dire j'ai envie de parler cette langue que nous avons appris, hélas, récemment. Je dis hélas parce que dans la fureur des bombes, dans la brutalité d'une agression injustifiable, insupportable dans ses effets. Cette langue que nous apprenons en même temps que nous apprenons la géographie de l'Ukraine, lors d'une guerre qui voit ces Ukrainiennes et ces Ukrainiens résister vaillamment, et une guerre qui nous émeut et qui déclenche en Europe, en Occident, des élans de solidarité, de compassion. Au niveau de ce que nous sommes, nous, le mouvement européen, tous nos réseaux, tous ceux qui sont présents ici et qui nous suivent en ligne, c'est-à-dire au niveau des citoyens du monde et d'Europe, au niveau des sociétés civiles, je pense que c'est une émotion, un élan de solidarité qui a infusé, du coup, au niveau institutionnel et diplomatique, les autorités européennes, nationales, se montrent elles aussi solidaires vis-à-vis des Ukrainiens. La solidarité est politique, elle est humanitaire, envoi de matériel, accueil des réfugiés, elle est militaire, même avec la livraison d'armes, au soutien de cet héroïque peuple ukrainien qui tient tête, autant qu'il le peut, à l'envahisseur russe. Nous savons, si on parle de la Russie de Poutine, que les Européens ont aussi adopté des sanctions de toute forme, une riposte graduée. Sans doute faudra-t-il encore les durcir, ces sanctions, pour amener Poutine à la raison. Mais entre-temps, ce que nous voyons, ce sont des images souvent insupportables de massacres, de bombardements, de personnes déchirées, endeuillées, fuyant. Et donc, c'est à ça que nous pensons ce matin, et c'est dans ce cadre que le mouvement européen a souhaité organiser ce court temps de parole, je dirais, sur l'Ukraine, les Ukrainiennes, les Ukrainiens, en donnant justement la parole à des Ukrainiens et des Français d'Ukraine et de France, et donc que nous allons écouter ce matin, et à qui je vais tout de suite transmettre le micro. Au premier chef, on écoutera Étienne de Poncin, notre ambassadeur, l'ambassadeur de France sur place, que je remercie vivement d'être là avec nous, que j'ai connu à la Convention sur le futur de l'Europe, et puis maintenant il est au front, et de quelle manière. Bravo, cher monsieur l'ambassadeur, de tout ce que vous faites. Nous écouterons aussi Ior Rantsia, qui est recteur de la cathédrale ukrainienne à Paris, Dmitro Atamaniuk, Élise Magne, Anastasia Devos, ça c'est pour les jeunes Européens que je remercie aussi d'être là. Il y en a en France, il y en a en Ukraine. Nous réécouterons une vidéo aussi de Volodymyr Zelensky et une vidéo aussi de l'association East Europe Foundation. Voilà, ça va être court, mais nous voulions donner cette parole en ce matin pour générer un élan de solidarité, des dons. Si on peut susciter des dons, nous en serions évidemment ravis. C'est quand même important de pouvoir, par notre mobilisation, donc supporter le peuple ukrainien dans cette épreuve insupportable. Je dirais simplement, pour terminer, une phrase que j'ai apprise aussi récemment, Kai Zivne Vilna Ukraina, ce qui doit vouloir dire, pardon à nos amis ukrainiens, je crois que ça veut dire vive l'Ukraine libre. Merci en tout cas d'être là encore, Dziękuję, et je crois qu'il est temps maintenant de donner la parole à Étienne de Poncin, qui est ambassadeur de France en Ukraine, sur la situation en Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous êtes là, et donc c'est à vous. Bonjour à tous, chers amis et collègues du mouvement européen. Donc j'interviens depuis le Lviv, qui est, vous savez sans doute maintenant, effectivement, comme l'a dit votre président, tout le monde est maintenant bien familier de la géographie ukrainienne. Et Lviv est cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine, le berceau de la culture, ou un des berceaux de la culture ukrainienne. Une ville magnifique d'ailleurs, qu'après-guerre, je vous encourage vivement
visiter avec un témoignage très émouvant européen, parce que c'est une ville qui, comme vous le savez sans doute, a vraiment été un creuset de l'histoire européenne, avec des héritages polonais, austro-hongrois et bien sûr ukrainiens. Mais je ne suis pas venu vous parler de vif, je suis venu vous parler de l'Ukraine en guerre. Moi, je suis très proche du mouvement européen. J'ai longtemps travaillé avec le président Giscard d'Estaing. Je suis membre de sa fondation et j'ai lancé aussi le prix Valéry Giscard d'Estaing qui s'adresse à des étudiants en affaires européennes. Donc, j'ai cette fibre européenne très forte et nous savons tous que nous avons, pas nous, mais les pères de l'Europe ont construit l'Europe pour éviter la guerre sur ce continent européen. C'était la motivation principale des grands pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman, Jean Monnet, Gasperi, Adenauer et tant d'autres. À l'époque, c'était la guerre franco-allemande qui était bien sûr dans toutes les têtes. Mais malheureusement, aujourd'hui, la guerre est revenue sur le continent européen et c'est un choc pour tous ceux qui partagent nous sommes nombreux qui partageons ces valeurs européennes. La guerre est de nouveau sur le continent européen. C'est une guerre qu'on n'avait pas connue depuis 1939, la seule pour la vivre depuis le 24 février. Il n'y a pas d'autre comparaison possible avec les grandes guerres du XXe siècle, tout ce qui se produit actuellement, l'agression d'un État militaire sans avertissement préalable un matin. Honnêtement, sur le continent, on a pu connaître d'autres petits conflits, mais sur le continent, à cette échelle-là, on n'a pas connu ça depuis le 3 septembre 1939 et l'agression de la Pologne par l'Allemagne nazie. Donc ça nous renvoie, je dirais, à des événements qu'on pensait appartenir au passé. Et on est au XXIe siècle et on est renvoyé brutalement au milieu du XXe siècle. C'est à la fois terrible et en même temps aussi un signe qu'il faut poursuivre et que le travail qui avait été engagé par les pères fondateurs européens n'est pas achevé tant qu'il pourra y avoir encore sur ce continent qui a porté quand même la civilisation depuis des millénaires, il pourra y avoir ce type de conflit. Donc c'est à la fois un échec qui nous remet en cause et aussi la nécessité de faire plus et de réfléchir à ce qui pourrait être fait après la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre, donc le côté immédiat, c'est d'abord d'aider le peuple agressé, de se tenir à ses côtés, d'exprimer la solidarité, de tout faire pour parvenir à ce que cette agression cesse. C'est le travail de cette ambassade. Peut-être je vais y revenir. Donc nous avons fait le choix, nous Français, de rester le plus longtemps possible à Kiev, auprès de nos amis ukrainiens. Lorsque ça n'a plus été possible pour des raisons de sécurité, le président de la République et le ministre ont fait le choix, et je crois que c'était le bon, de nous maintenir sur le territoire ukrainien. Parce que être une ambassade et être un ambassadeur de France en Ukraine, ça veut dire être là pendant les bons moments et les moments difficiles, se tenir aux côtés c'est même, je dirais, c'est la base du métier diplomatique. Et évidemment, je ne pourrais pas effectuer cette mission si je n'étais plus, ou pas de la même façon et pas avec la même résonance, si je n'étais plus sur le territoire ukrainien avec quelques collègues. Donc nous sommes maintenant regroupés à Lviv avec une équipe réduite, mais nous continuons à travailler. Notre mission s'oriente dans 3 directions. Il y en a une qui est maintenant achevée, mais qui a été importante, c'était l'évacuation des Français. Vous savez qu'il y avait un peu plus de 1000 Français sur le territoire ukrainien. Nous leur avons demandé de partir le 19 février, recommandé, puisque nous ne pouvons pas donner d'instructions. Nous leur avons recommandé de partir le 19 février. Ça a été un petit peu compliqué, mais globalement, tous sont partis. Il reste encore quelques cas un peu spécifiques, mais c'est en voie d'achèvement. Mais nous continuons bien évidemment cette mission et de porter assistance aux Français si c'est nécessaire. La deuxième mission qui prend de plus en plus d'importance, c'est l'aide et le soutien matériel au peuple ukrainien. Et ça, nous le faisons le plus possible. Donc, il y a encore 2 jours, je suis allé avec mon équipe réceptionner à Tchernivtsi, qui est aussi une très belle ville d'ailleurs, dans le sud de l'Ukraine, proche de la frontière roumaine. Nous avons donc réceptionné des camions de pompiers
qui font l'objet d'un élan de solidarité extrême de toutes les collectivités locales et qui ont fourni des camions de pompiers. Et dans la même journée, d'ailleurs, 21 ambulances. Et là, c'est là où j'en viens à l'intérêt d'être vraiment présent sur le terrain, c'est que l'Ukraine reçoit un nombre incalculable, et c'est très bien, d'aides qui arrivent notamment en Pologne ou en Roumanie. Il y a un élan de solidarité européen qui est invraisemblable. Mais évidemment, en étant présent sur place, on est en mesure, avec nos interlocuteurs ukrainiens, d'identifier exactement les besoins spécifiques qu'ils ont, de les transmettre à Paris. Et là, on peut dire, pour s'en féliciter, qu'il y a une très bonne réactivité. Et donc, pour vous donner l'exemple très précis du matériel de lutte anti-incendie, le 7 mars, à Lviv, j'ai rencontré la vice-ministre en charge de ces questions-là. Elle m'a fait passer une liste très précise de leurs vrais besoins, de leurs besoins immédiats. Et donc, le 29 mars ou le 28 mars, ce matériel arrivait en Ukraine. C'est pour vous montrer la capacité de réactivité et le fait que d'être présent sur place nous donne cette capacité rapide de réaction. Et donc, notamment, je mets l'accent ici, puisque je suis présent, sur un phénomène qui est peut-être moins perçu depuis l'extérieur, qui est le très grand nombre de déplacés internes. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Beaucoup d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine, 3,5 millions. Ils sont très bien accueillis, enfin le mieux possible en tout cas du côté européen, avec cet élan de solidarité que j'évoquais. Mais il y a 6 millions de déplacés internes, c'est-à-dire des Ukrainiens de l'Est qui sont allés se réfugier temporairement au moins à l'Ouest. Et là, donc je vais beaucoup, et en dehors de Lviv, j'irai aussi demain, voir dans les villes moyennes comment se passe cet accueil. Et là, je veux simplement porter témoignage d'un élément de solidarité invraisemblable entre Ukrainiens, cette fois-ci, si je puis dire, puisque toutes les petites villes accueillent un très grand nombre de déplacés, donc ce ne sont pas des réfugiés, mais des déplacés avec une solidarité qui s'exprime au quotidien et qui est tout à fait remarquable. J'étais par exemple dans une ville très moyenne, Kolomia, à côté de Chernivtsi, et donc le maire me disait, voilà, on a accueilli 5000 sur une petite ville qui fait à peu près 60 000 habitants. Ils ont accueilli au moins entre 5 et 10 000 réfugiés déplacés qui sont installés soit dans les gymnases, soit dans les écoles, soit chez l'habitant, parce qu'il y a cette solidarité qui s'exprime, et qui montre que c'est vraiment toute une nation. Et moi, je suis très frappé pour être sur place depuis le 24 février. C'est toute une nation ukrainienne qui s'est levée. C'est tout un peuple qui se bat pour sa liberté et pour son indépendance. Et c'est extrêmement émouvant. Et pour nous, Français, ça nous renvoie aussi à l'histoire, c'est une histoire plus ancienne, sans doute celle de la Révolution française, où c'est toutes les communautés qui se lèvent. Et quand on circule dans le pays, on passe ces checkpoints, et ce sont les villageois qui, en fait, s'arment. Quelquefois, ils ont des fusils de chasse, ils tiennent les points de passage, et on sent que c'est vraiment l'ensemble de la nation ukrainienne qui se lève contre l'agresseur. Là aussi, c'est des phénomènes qu'on n'avait pas connus en Europe depuis le milieu du XXe siècle, et c'est vraiment extrêmement émouvant de voir ça, et c'est une réponse flagrante je veux dire, à l'agression russe, en ce sens que vous savez sans doute que les Russes pensaient qu'en fait le pays était divisé, il y avait les pro-russes, ceux qui parlaient russe, ceux qui étaient de langue maternelle russe, mais ils ont fait une erreur assez magistrale en pensant que parce qu'on parle russe, on n'est pas ukrainien. Moi, je suis là, je le savais, je veux dire, ceux qui connaissent l'Ukraine le savaient. Avant la guerre, j'allais très souvent à l'Est, à Kharkiv, où tout le monde parle russe à Kharkiv, c'est exact, tout le monde parle russe, mais ce n'est pas parce qu'ils parlent russe à Kharkiv ou à Soumy ou à Zaporizhzhia ou à Mariupol aussi, qui était une ville entièrement russophone, que ses habitants n'étaient pas ukrainiens. Et ça a été l'énorme erreur, je pense, des services de renseignement russes qui se sont aveuglés. Il n'y a pas de relation entre le fait d'être linguistique de langue russe et le fait d'être ukrainien. Et ça se voit au quotidien, puisque ces régions, moi je suis à l'ouest, donc ces régions de l'ouest qui sont ukrainophones pour le coup, accueillent en fait leurs compatriotes
qui sont russophones. Et donc, dans la rue, on voit des gens qui parlent russe ou au restaurant, qui sont les déplacés. Mais ça n'empêche pas que les deux langues étant assez proches, ils se comprennent et tous sont ukrainiens. Et encore une fois, cet élan de solidarité est très fort. Et puis, troisième mission, qui est la mission traditionnelle de l'ambassade, c'est évidemment d'informer mes autorités et de continuer à tenir ce contact avec les autorités ukrainiennes au quotidien, continuer à faire le travail diplomatique. Vous savez que le président de la République est très, très investi dans ce domaine-là, qu'il est en contact constant avec le président Zelensky. Et donc là aussi, le fait d'être toujours en Ukraine, ça nous donne une très forte crédibilité, beaucoup plus que si on avait été déplacé en Pologne ou ailleurs. Voilà, en quelques mots, le témoignage que je voulais faire, à la fois sur le caractère extraordinairement brutal et au-delà de toutes les attentes de l'agression. Vous voyez toutes ces images de Mariupol démolies ou d'autres villes. Donc, le caractère absolument abominable de cette agression par le voisin russe. Et en même temps, l'espoir que suscite ce courage invraisemblable et cette levée en masse ukrainienne que nous appuyons de toutes nos forces dans tous les domaines. Les besoins sont immenses. Il faudra après la victoire, parce que je pense qu'il y aura une victoire. Après, il faudra reconstruire ce pays. Et donc, c'est ces deux mouvements, c'est à la fois la brutalité de l'agression et l'élan extraordinaire de la réponse sont des moments très forts, très, très émouvants que je vis avec mes collègues. Et je suis, je veux dire, fier et heureux d'être ambassadeur de France en Ukraine et d'être dans ces moments-là aux côtés de ce peuple ami et ce peuple extraordinairement courageux qui est le peuple ukrainien. Et peut-être un dernier mot pour vous remercier tous collectivement et pour remercier à travers vous mes compatriotes français. Je sais qu'ils font preuve d'un élan de solidarité extraordinaire aussi, là, qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Et on se sent tous européens, on se sent tous ukrainiens et on est aussi fiers d'être français pour ce qui me concerne. Voilà. Merci à tous. Je suis prêt à prendre quelques questions s'il y en a ou quelques commentaires. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur l'ambassadeur? Et sinon, on vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On sait qu'il est précieux et on vous souhaite bon courage pour le reste de vos missions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne continuation. On va désormais entendre l'intervention de Ihor Rancia, recteur de la cathédrale ukrainienne Saint-Volodomir, le Grand Paris et vicaire général du diocèse pour les Ukrainiens de France, notamment sur les conditions d'accueil des réfugiés ukrainiens à Paris. Bonjour et merci de cette invitation. Permettez-moi quelques expériences, partager quelques réflexions. Bien sûr, cette guerre a affecté directement et fortement notre vie, la vie de notre Église. Je présente une des trois branches des églises ukrainiennes de la tradition orthodoxe, Église gréco-catholique ukrainienne. Et donc, tous nos paroisses dans notre diocèse de France sont mobilisées pour répondre aux besoins provoqués et causés par cette guerre. Notre première réaction, c'était faire des récoltes de dons pour l'Ukraine. Et la charité consistait non seulement de les envoyer en Ukraine, mais aussi de donner un espace au peuple français pour accueillir leurs dons de cœur. Nous sommes touchés de cette réaction des Français, mais aussi du peuple belge de Londres par cette réaction. Notre deuxième mobilisation, c'était aussi répondre aux besoins des réfugiés qui sont en France et dans notre pays, de notre diocèse. Notre diocèse couvre la France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg. Et donc, dans notre paroisse, il y a des centres de distribution des dons de la première nécessité, des produits d'hygiène, nourriture, des vêtements. Aussi, notre troisième mobilisation, c'est
aider aux réfugiés de façon spirituelle ou même psychologique. Vous imaginez bien que les réfugiés sont bien affectés par la guerre. Ils sont blessés psychologiquement. Ils ont besoin d'être écoutés, de parler, d'être accompagnés. Et donc, c'est quelque chose qui est peut-être le plus difficile pour nous. Mais aussi, nous sommes croyants, ça veut dire que nous essayons de comprendre cette tragédie de manière spirituelle. Pour nous, c'est un chemin de croix de notre patrie, de l'Ukraine, mais nous connaissons bien qu'après ce chemin de croix, il y a la résurrection. Et donc, on a déjà commencé à faire petit projet, comment reconstruire notre patrie, et non seulement comment reconstruire des bâtiments, mais aussi comment effacer comment soigner toutes ces blessures des gens, toutes ces tragédies. Comment l'expliquer, où trouver le bonheur, où trouver Dieu dans cette situation. Pour l'instant, tous nos paroisses sont mobilisées pour accueillir les réfugiés, pour les accompagner, pour faire service de traducteurs, pour les amener aux médecins, pour donner pour répondre à toutes ces nécessités de premiers besoins. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants à la communauté européenne, aussi en France, de cette grande aide que nous avons reçue. Ce n'est pas seulement l'aide matérielle, mais aussi c'est le soutien à tous les niveaux, au niveau diplomatique, au niveau économique et à tous les autres niveaux. Et aussi, je voudrais encore une chose, souligner que nous avons une bonne collaboration avec plusieurs associations. Ici en France, avec l'Ordre d'Orient, c'est une association qui aide beaucoup aux chrétiens d'Orient et qui a déjà commencé à penser comment reconstruire notre patrie. Il y a beaucoup de projets entre France, entre de France et mairie de certaines villes en Ukraine, projet de jumelage pour établir les liens et pour commencer déjà à penser pour cette future après la guerre. Donc, merci beaucoup au Mouvement européen en France pour cette invitation et merci pour tout le soutien que les Ukrainiens ont reçu de la part du peuple français et de l'État français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va désormais entendre le témoignage d'une association, AMCFU. Dmitro Atamaniuk, son président, va nous parler des besoins des associations et les moyens pour les aider. Bonjour à tous. Monsieur. Tout d'abord, merci d'être venu ce matin. Merci pour votre présence. Vous faites la partie des gens qui ont la capacité de changer les choses. Et très concrètement, pour les 40 millions qui sont en ce moment en Ukraine et qui résistent à l'armée russe. Ça fait un peu bizarre de pouvoir échanger en visio, en Zoom, avec nos partenaires en Ukraine, quand ici on est devant le bureau et là-bas ils sont dans le sous-sol. On entend parfois même des bombardements derrière. Dans cette ère de technologie tellement développée, on n'est pas prêt à avoir ces horreurs vraiment devant les yeux. Je vous parle en tant qu'Ukrainien, dont les proches sont directement touchés par la guerre, mais surtout comme un président de l'association Aide médicale caritative France-Ukraine, en prise des besoins directs de la population en Ukraine, sur terrain. Depuis 8 ans, notre association, elle œuvre pour les hôpitaux en Ukraine. Elle ravitaille en matériel médical depuis 2014
avec plus de 1000 tonnes de matériel médical pour les hôpitaux dans les 20 régions de 25 de l'Ukraine. Depuis 8 ans, on a pu tisser les liens des réseaux avec les ONG, avec les directeurs des hôpitaux et voir leurs besoins. Malheureusement, en fait, depuis certains hôpitaux qu'on a aidés, ont été déjà bombardés. Aujourd'hui, nos partenaires, les médecins, les ONG, les collectivités locaux, ils constatent désormais qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de blessés. Et les besoins sont immenses. Et la situation humanitaire, elle s'aggrave tous les jours. On nous demande des garrots, des trousses de secours qui permettent de soigner les hémorragies. On nous demande des consumables médicaux, des médicaments pour ravitailler les hôpitaux où la logistique commence à être coupée, voire parfois être inexistante. Les ambulances par dizaines qui permettent de renforcer les secours et l'évacuation des blessés. Nous travaillons d'arrache-pied en fait, pour récolter le matériel médical en grande quantité auprès des professionnels, mais aussi d'acheter les trousses de secours, le matériel qui ne nous est pas donné grâce aux dons financiers. Mais surtout, on veille pour répartir cette aide en Ukraine, à l'est du pays, là où il y a vraiment un besoin. On arrive à aller jusqu'aux hôpitaux à Kiev, à Kharkiv, à Dnipro, où les combats sont proches, et aussi à Lviv, où, comme vous avez vu, comme témoignait son Excellence, il y a des millions de déplacés internes. Pour vous dire, à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, la ville normalement de 700 000 habitants, en ce moment, il y a 4 000 millions de personnes qui habitent. Donc, vous imaginez sursaturation de l'infrastructure, de tout. En un mois, on a pu envoyer 15 semi-remorques du matériel médical pour les hôpitaux, mais entre autres les médicaments aussi, grâce à nos partenaires, les associations, les hôpitaux en France, les sociétés qui donnent beaucoup. Mais aussi, on a pu envoyer 17 ambulances et les 27 autres sont en préparation cette semaine. On prépare aussi l'envoi de 2 hôpitaux mobiles et bien sûr d'autres camions de matériel médical qui coûtent parfois des centaines de milliers d'euros, des ambulances qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Votre aide, votre générosité, elle est très importante. Elle s'est manifestée dès les premiers jours de l'invasion russe, mais on a besoin qu'elle se poursuive parce qu'on doit se projeter à moyen et long terme, parce que ça ne s'arrête pas maintenant et tant que les vies sont menacées, on aura besoin de votre soutien. N'hésitez pas à venir voir notre site, c'est amc.ukr.fr, Association Aide Médicale Caritative France-Ukraine. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va désormais entendre la voix des jeunes Européens qui sont également présents en Ukraine. Donc, j'appelle Élise Magne, vice-présidente des Jeunes Européens France, pour nous introduire les Jeunes Européens en Ukraine. Merci beaucoup. Merci déjà pour votre invitation. Ça nous fait plaisir de voir qu'on est dans un réseau qui se mobilise autant pour cette cause qui nous a forcément beaucoup touchés dès le début d'année et le lancement de cette invasion. C'est vrai que déjà pour des jeunes qui ont été habitués dès leur naissance à grandir sur un continent en paix et qui n'ont jamais été vraiment confrontés à ce genre de conflit très, très frontal, ça a été un choc pour tous. Donc nous, les Jeunes Européens, on a un réseau présent dans une trentaine de pays sur le continent européen. Donc moi, je suis vice-présidente des Jeunes Européens France en charge des relations internationales. Et donc à ce titre-là, je suis assez souvent en lien avec nos autres sections, à la fois nationales et aussi notre section européenne, les Jeunes Européens fédéralistes, JEF Europe.
qui se mobilisent vraiment fortement depuis le début du conflit, bien sûr en lien avec la section des jeunes Européens Ukraine, dont Anastasia, la coordinatrice, a bien accepté de prendre la parole et je la remercie. On a dès le début du coup de ce conflit pris position, bien entendu, en soutien du peuple ukrainien, pour condamner l'agression russe et en particulier, on a pris conscience que simplement avoir des mots sur ce conflit ne suffisait pas et qu'il fallait aussi que cette solidarité se manifeste plus concrètement. Donc effectivement, ça passe, comme ça vient d'être rappelé, par du soutien concret avec un soutien financier, humanitaire et matériel sur du court terme et du moyen terme, parce que c'est ce dont les Ukrainiens ont besoin actuellement. Mais on pense aussi que sur le long terme, en fait, c'est aussi l'occasion de renforcer l'Europe de la défense. On a pris position également sur le sujet avec notre réseau et on pense que l'Europe aujourd'hui n'est pas forcément en capacité d'affronter ce genre de situation si elle ne se renforce pas la défense européenne, et également sur la question du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. On a également lancé une pétition pour accorder le statut de candidat donc, à l'Ukraine, mais également à la Moldavie et à la Géorgie qui l'ont demandé en suivant. On pense que ça fait partie aussi des solutions qui permettront sur le plus long terme d'éviter ce genre de situation à l'avenir. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anastasia, donc notre coordinatrice des jeunes Européens Ukraine, qui nous expliquera plus concrètement ce qu'ils vivent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anastasia DeVos. Comme Elise m'a présenté, je suis la coordinatrice de la section de jeunes ukrainiens. Notre groupe compte à peu près une vingtaine de personnes qui habitent dans les villes différentes de l'Ukraine, mais la majorité se trouve à Kiev. Et quand le conflit a commencé, j'ai écrit la lettre de support à tout le réseau et je dois constater que Elise était la première pour nous exprimer les mots de support, oui, que les jeunes Européens français sont avec nous. Et ça, c'est très important pour nous et c'est encore une fois que je veux vous remercier pour votre solidarité. En fait, mon message était surtout focusé sur la campagne informative parce que, comme vous savez, la propagande russe, malheureusement, elle est énorme, elle est partout, même dans les pays européens. C'est pourquoi, pour nous, pour les jeunes Européens ukrainiens, c'est très important de pouvoir passer le vrai message de ce qui se passe maintenant en Ukraine, dans notre pays, comment les gens souffrent, comment les quartiers résidentiels sont cassés, les bombes tombent sur les villes pacifiques, comme Monsieur l'ambassadeur déjà mentionné, Kharkiv, là il y a la catastrophe. La catastrophe humanitaire se passe aujourd'hui à Mariupol. Il y a les militaires russes dans le sud de l'Ukraine, notamment dans les villes comme Kherson. Et bien sûr aussi à Kiev, la situation reste particulièrement difficile, malgré que les Russes hier ont annoncé qu'ils vont diminuer leur présence militaire autour de la ville. Et aussi, j'aimerais aujourd'hui mentionner encore une fois que pour nous, pour les Ukrainiens, c'est pas seulement nous protéger notre pays, mais on sent qu'on est en train de nous battre pour la démocratie et la liberté de toute l'Europe. Le peuple ukrainien ne veut pas accepter le régime russe parce que c'est le régime de dictature. Les Ukrainiens ont déjà montré plusieurs fois, c'était encore pendant notre révolution de dignité en 2014, que le peuple ukrainien est le peuple libre et le peuple ukrainien est orienté surtout vers l'Europe et vers l'Union européenne. Et c'est pourquoi je pense maintenant, dans ces temps difficiles, pour l'Ukraine, c'est plus important que jamais obtenir ce statut de candidat pour après rejoindre l'Union européenne. Le peuple ukrainien ne comprenant que devenir membre de l'Union européenne, ça ne se passe pas d'un jour à l'autre.
que c'est le processus très long et le processus aussi juridique, parce qu'il faut adopter toute notre législation, oui, pour qu'il corresponde aux standards de législation européenne. Mais on se prépare déjà longtemps. Je pense que la préparation, en fait, est commencée encore en 2014. Et moi, je peux en être le témoin parce qu'à Kiev, je travaille pour le Conseil de l'Europe, notamment pour la Commission de Venise. Et seulement pendant 2 dernières années, la Commission de Venise a donné 10 avis sur le projet de loi de législation ukrainienne. Et on essaie d'adopter notre législation selon tous les standards européens. Donc, pour le peuple ukrainien, c'est particulièrement important de devenir le membre de l'Union européenne, de l'espace européen. Et aussi, je veux dire que maintenant, surtout pour motiver nos gens qui se battent de telle manière, les gens sont prêts de donner leur vie pour l'Ukraine et pour l'Europe. Je pense que maintenant, pour motiver les gens, c'est particulièrement important que les Ukrainiens sentent cette perspective européenne pour notre pays. Merci beaucoup pour ce témoignage qui montre en effet que Jeunes Européens, Mouvement européen sont partout présents en Europe et on tient à cœur de maintenir les liens dans leur réseau. On va maintenant vous diffuser 2 vidéos. La première, c'est celle de l'adresse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a fait il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu dans les médias. Ce message qu'il a adressé aux Européens, c'était à l'initiative de l'Union des fédéralistes européens de Francfort, auquel on s'est associé en tant que Jeunes Européens, Mouvement européen et Union des fédéralistes France à Paris et à Lyon. Et on était très fiers de pouvoir entendre son message qu'il adressait directement à la société civile européenne, malgré son temps qu'on sait très important et très chargé. On va maintenant écouter donc le président ukrainien. Je voudrais m'adresser à vous, au peuple européen. Je voudrais vous appeler à ne pas rester silencieux. Je voudrais que vous sortiez dans les rues et que vous souteniez l'Ukraine, que vous souteniez nos efforts et notre combat. Parce que si l'Ukraine ne se tient pas debout, l'Europe ne se tiendra pas debout. Si nous tombons, vous tombez. Alors s'il vous plaît, ne restez pas silencieux, ne fermez pas les yeux sur cette situation. Sortez et soutenez l'Ukraine autant que vous le pouvez. Voici le message du président ukrainien qu'il a adressé donc à la société civile européenne il y a quelques semaines. Et c'est en réponse à cet appel que nous avons organisé cet événement et cette collecte de dons. Donc, vous pouvez effectuer ces dons soit en personne ici à l'aide donc des enveloppes si vous avez des chèques ou en ligne à travers donc le QR code et le lien pour la cagnotte. L'intégralité des dons, 100% des dons que nous récoltons seront envoyés sur des associations sur le terrain et ici même en France pour ceux qui donc sont impliqués dans l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Et d'ailleurs, nous allons entendre le témoignage d'une dernière association qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une vidéo. C'est l'association East Europe Foundation. Le matin du 24 février en Ukraine n'est pas commencé par les cafés. Nous nous sommes réveillés un matin par les bruits d'explosion et d'alerte. Nous avons du mal à réaliser que cela peut arriver en 21 siècle. C'est la guerre en centre de l'Europe, lorsque dans les villes pacifiques arrivait une artillerie et vol de missiles. Je m'appelle Victor Lair, je suis le président de la Fondation d'Europe de l'Est, une organisation caritative internationale qui opère en Ukraine depuis plus de 13 ans. Je m'appelle Olesa Salka, je suis l'assistante du projet Shelter.
que nous avons financé lorsque la guerre russo-ukrainienne a commencé, qui a pu d'apporter une aide à ceux qui en ont le plus, aux Ukrainiens qui ont leur besoin. Aujourd'hui, selon les données de l'Organisation des Nations Unies, on compte environ 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Mais ce chiffre évolue sans cesse. Selon les pronostics, la guerre touchait près de 18 millions d'Ukrainiens, y compris avec les 7 millions de personnes qui vont potentiellement prendre le maison. Nous soutenons des centres d'accueil pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Nous leur fournissons de l'aide, de la nourriture, des médicaments, de l'électrochoc et des produits ménagers. De plus, nous finançons l'activité d'organisations non gouvernementales partenaires qui apportent efficacement à la vie de leur vie. À l'heure actuelle, grâce au nombre de projets, nous avons réussi à fournir l'aide financière aux 5 organismes de société civile dans les régions comptant le plus grand nombre de villes. Les fonds étaient destinés au équipement d'abri, des besoins d'hygiène et assistance de transport, évacuation, coordination de l'aide humanitaire et achat de nourriture, de l'eau, des médicaments pour les migrants. Nous faisons nous ce qu'il est dans notre pouvoir pour aider nos compatriotes. Nous remercions à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, qui soutiennent notre organisation et notre World Shelter. Nous croyons à la victoire, nous croyons à la paix. Gloria à l'Ukraine. Donc c'était le témoignage de l'association East Europe Foundation. Et nous avons une dernière association qui va venir témoigner, Aide et Support, avec Anna Boyko. Bonjour à toutes et à tous. Après ce vidéo, c'est vraiment difficile à témoigner. J'ai 32 ans. Je suis française d'origine ukrainienne. Quand les gens me posent la question « Comment va-t-elle ma famille ?», ben, c'est difficile à répondre. Comme partout en France, on a les familles sur toute la pays. Février 24, j'étais réveillée par mon mari avec une simple phrase « Ne regarde pas ton portable ». Pourquoi ? La guerre a commencé. Les Russes nous avons attaqués. Ce n'était pas un surpris absolu, mais c'est quelque chose à quoi on ne peut jamais se préparer, à vivre dans l'inquiétude continue, savoir est-ce que ma cousine de Kiev va bien ? Eh bien non, aujourd'hui elle est à Pologne avec ses 2 enfants. Est-ce que mon cousin à Odessa avec sa petite fille et sa femme vont bien ? Ben non, ils sont aujourd'hui à Hongrie. Et mes parents, je viens d'Odessa, mes parents sont toujours à Odessa. Ma belle famille, à l'ouest de l'Ukraine, débordée, comme Dmitro a déjà dit, comme nombreuses villes de l'ouest de l'Ukraine, et on reçoit nos amis de Kharkiv qui ont réussi, après plusieurs jours de bombardement, de partir. Depuis le début de la guerre, on a compris qu'on est obligé de se mobiliser et on ne peut pas rester à côté, juste regarder les nouvelles sans rien faire. On a entendu les différentes associations. Chaque association a son axe d'activité. Le nôtre et l'objectif le plus grand, c'est aider aux victimes ici présents, mais aussi à la résistance ukrainienne. Pour les Français, le mot de résistance, vous le comprenez mieux que les autres pays. C'est quoi battre pour la pays? C'est quoi se battre pour la démocratie? Donc aujourd'hui, l'activité de l'association et de support, elle est orientée sur 3 axes. Sécurisme, et on a réussi à commencer à faire les trousses de sécurité, les composer nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous permet? C'est l'économie. C'est entre 20 et 30 euros d'économie sur chaque trousse. Ça veut dire qu'on peut faire plus. L'activité est également orientée pour les victimes ici présents, et on a un cabinet de soutien psychologique ici à Paris qui reçoit les gens avec
pas encore le stress post-traumatisme parce que ça vient 3 mois après l'événement, mais qui sont dans le stress de traumatisme continu. Les sirènes fantômes, les rêves de guerre, les rêves de bombardement. On a le cabinet pas loin de Gare de Lyon avec psychologue agréé qui le reçoit et c'est psychologue qui parle ukrainien. Du coup, il peut apporter tout le support. Et le troisième volet d'activité, c'est l'activité pour la résistance. Parce que si on parle de défense civile territoriale de Kiev, c'est 40 000 personnes. 40 000 personnes, les anciens réservistes, les anciens combattants, les retraités de guerre, qui ont reçu les armes de défense, mais qui n'ont pas reçu l'équipement. Ça peut paraître bizarre, comment ça, mais ce sont les gens qui sont en tenue de sport, en basket. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'envoyer, de racheter le surplus militaire, de vider certains stocks pour acheter des chaussures, pour acheter des vêtements, pour acheter des trousses qu'on va composer ensuite avec le médicament. Votre solidarité est émouvante, mais on a vraiment besoin de votre soutien et vos dons pour continuer à envoyer plusieurs camions par semaine, pour pouvoir continuer à supporter les gens qui sont en ce moment sur la première ligne de front, mais également ceux qui viennent ici. Comment nous trouver? Et des supports Facebook, Instagram, Hello Asso. On est là, je suis prête à répondre à toutes vos questions et je vous remercie parce que le plus important, les jours passent et il ne faut pas oublier. Merci. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Ce petit déjeuner caritatif touche à sa fin. On en a entendu, les Ukrainiens, les Ukrainiennes ont besoin de nous sur le terrain là-bas, mais aussi ici en France pour les réfugiés. Donc, n'hésitez pas à faire des dons encore une fois. Il y a un lien de la cagnotte par chèque où on a aussi le QR code. L'intégralité des dons récoltés par le Mouvement européen France ira aux associations en soutien aux réfugiés et aux Ukrainiens et Ukrainiennes sur place. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et on compte sur votre soutien. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes comptent sur votre soutien. À bientôt.